La troisième session d'analyse de données génomiques porte sur la sélection des gènes que j'ai appelés gènes d'intérêt, c'est-à-dire pour nous les gènes dont l'expression varie en fonction des modalités d'un facteur expérimental. Euh, cette présentation va encore se faire sous la forme d'un tutoriel pendant lequel je vais naviguer entre deux documents. Les diapositives qui vont me permettre d'introduire un peu le contexte et puis de présenter un peu les méthodes. Donc c'est le document PDF que vous avez sous les yeux. Et puis un document qui est un script R qui s'appelle sélectiongène.r qui est ouvert actuellement dans RStudio. Donc si vous voulez suivre cette présentation en mode actif, vous pouvez également l'avoir ouvert en mode, dans RStudio, donc comme un fichier R classique. La présentation va tourner autour de trois parties. Une première partie où je vais revenir sur la manière dont on envisage la sélection de gènes d'intérêt. Une deuxième partie dans laquelle je vais introduire des concepts un peu nouveaux sur la gestion des risques d'erreur, donc le risque en particulier de déclarer qu'un gène est intéressant alors qu'il ne l'est pas. Lorsque l'on est dans de grandes dimensions, et c'est le cas ici, on a énormément de gènes, plus de 46 000 gènes. Et puis une troisième partie sur l'optimisation de la puissance de ces procédures par des techniques un peu plus sophistiquées que celles que j'aurais présentées en partie 2. Voilà, donc je vais commencer par la première partie sur la sélection de gènes d'intérêt en vous présentant un schéma assez classique dans lequel j'ai un jeu de données d'expression, et ce jeu de données d'expression, avec en ligne des puces et en colonne des gènes, je veux voir en quoi les expressions que je mesure à l'échelle du génome, par exemple, lorsqu'on prend tous les gènes du génome, varient en fonction des modalités d'un facteur expérimental. Donc, pour rester dans le thème de l'étude de cas que l'on traite depuis le début de ce module, ça pourrait être en ligne des micro-arrays mesurés sur des poulets, et le facteur, c'est un facteur régime, et on cherche à voir en quoi le fait d'être dans un régime, dans un certain régime, explique une différence d'expression par rapport à un autre régime. Mais il faut pouvoir s'adapter à toutes les situations, et en particulier, on pourrait aussi s'intéresser à un test un peu plus large dans lequel on n'a pas deux groupes mais plusieurs groupes. Donc c'est ce que je représentais ici par un découpage en 4 modalités. Et puis même, on pourrait aller plus loin et se demander si l'expression d'un gène dépendrait d'une covariable continue. On pourrait se demander par exemple quels sont les gènes dont l'expression varie en fonction du poids de muscle d'un poulet, par exemple. Vous avez accès à toutes ces informations et ça pourrait être un des sujets de vos études de cas. Donc pour ça, on a un cadre qui est assez large et qui est celui qui est très majoritairement utilisé pour la problématique de la sélection des gènes d'intérêt, c'est celui du modèle linéaire. Dans le modèle linéaire, on peut tester des effets de type effet groupe ou effet de variable continue et même mélanger des effets entre eux. Et je vais revenir un tout petit peu là-dessus pour voir comment est-ce qu'on peut l'adapter à nos problématiques. Donc Y, ici, c'est l'expression d'un gène. Et je peux me demander si l'expression de ce gène, il est différent selon les modalités d'un facteur, donc les modalités d'une variable qualitative comme le régime ou le génotype. Et si je me pose cette question, l'outil adapté pour répondre à cette question, c'est le modèle d'analyse de la variance à un facteur. Je cherche à voir s'il y a différence entre groupes à travers un modèle du type YIJ égale mu plus alpha I plus epsilon IJ. Alpha I, c'est ce qui va mesurer l'effet groupe. Et puis si je suis dans la situation où je cherche à voir si l'expression varie en fonction d'une covariable continue, pensez au poids de muscle dans une partie du poulet, X, que j'appelle X ici, ben on est amené à tester cette relation à travers un modèle de régression linéaire simple. Donc Y est égal à bêta 0 plus bêta 1x plus epsilon. On cherche à voir s'il y a un effet linéaire. Alors on reste dans le cadre du modèle linéaire parce que comme on est en grande dimension, on n'a pas les moyens d'aller questionner, d'aller remettre en cause la question de la linéarité pour 46 000 variables. Donc on reste dans le cadre du modèle linéaire. Mais ce cadre-là est assez flexible puisqu'on peut par exemple envisager de combiner des effets. On peut s'intéresser à l'effet régime, et pour gagner en puissance, on peut s'intéresser à l'effet régime spécifique
qui ne serait pas déjà en partie pris en compte par l'effet génotype. Et donc pour ça, on prendrait en compte deux variables dans le modèle d'analyse de la variance. Une variable régime, puisque c'est l'effet qu'on veut tester, mais on prendrait aussi en compte l'effet génotype qui viendrait réduire un peu la résiduelle du modèle et puis nous permettre de gagner en puissance sur la détection de gènes intéressants pour expliquer l'effet régime. De la même manière, on peut imaginer, si je reprends l'exemple d'un modèle dans lequel je teste la relation entre l'expression d'un gène et puis une covariable comme le poids de muscle du poulet, eh ben je pourrais imaginer rajouter à ce modèle un effet génotype parce que je veux tester cette relation ajustée de l'effet du génotype, donc indépendamment de l'effet du génotype. Et puis je vais terminer par là, une complexité encore un peu plus grande. Je peux me poser des questions un peu plus fines du type, finalement, quels sont les gènes pour lesquels l'effet régime serait différent selon que le poulet est de lignée maigre ou de lignée grasse. Donc quand on se pose la question de savoir si un effet peut être différent selon la modalité d'un autre facteur, on s'intéresse à un effet d'interaction. Donc là, j'ai mis deux modèles avec interaction. Le premier, c'est un modèle d'analyse de la variance à deux facteurs avec interaction. Le gamma IJ qui apparaît dans le modèle de la partie supérieure de la diapositive, c'est un paramètre d'interaction. Et puis dans la partie inférieure de la diapositive, j'ai ajouté un terme d'interaction entre une variable quantitative x et puis une variable qualitative qui est ici est mesurée par les paramètres alpha i et gamma i, enfin, dont les effets sont mesurés à partir des paramètres alpha i et gamma i. Donc ça pourrait répondre à la question. On cherche à identifier les gènes pour lesquels la relation entre l'expression du gène et le poids de muscle X, par exemple, n'est pas la même selon la lignée. Voilà, donc on est là face à un test d'interaction. Alors, on pourrait élargir la gamme à l'infini, puisqu'on peut compléter les modèles avec tous les facteurs que l'on veut. En général, il faut que le modèle soit bien construit pour répondre à une question biologique, donc il n'a pas besoin d'être nécessairement très compliqué. Mais on va voir comment est-ce qu'on peut mettre en œuvre tout ça dans R avec un modèle un peu plus compliqué qu'un juste un modèle d'analyse d'avance à un facteur. Donc je vais passer sur le script. Et puis je vais commencer à dérouler donc les commandes de ce script R. Alors je vais commencer par afficher la liste des packages qui sont déjà installés sur ma session de RStudio, non seulement installés mais aussi chargés dans la session. Donc le premier dans l'ordre, voilà, c'est Lima. Lima, ici, les premières commandes du script consistent à installer le package Lima. Donc c'est une installation à partir du portail bioconductor.org. Ce sont ces commandes-là que je ne vais pas lancer puisque comme vous le voyez sur la droite de l'écran, dans la liste de mes packages, Lima est déjà installé. Et non seulement il est déjà installé, mais il est aussi coché. Donc je n'ai pas non plus besoin de lancer cette commande require de Lima qui me permettrait de charger le package Lima dans la session. Pareil avec FAMT. FAMT, c'est un logiciel qu'on va utiliser dans le tout début de cette session pour sélectionner les gènes d'intérêt. Donc je cherche dans ma liste des packages. Il est bien installé et il est aussi chargé dans la session. Donc les commandes là d'installation. Alors ces commandes d'installation là ne sont pas des commandes d'installation de FAMT, mais de Impute. Impute, c'est un package qui appartient à Bioconductor, qui est téléchargeable sur Bioconductor, dont j'ai besoin pour installer FAMT. Il faut d'abord que j'installe Impute. Si vous ne l'avez pas déjà fait, il faut le faire. Et puis ensuite, vous pouvez installer FAMT si besoin. Moi, j'en ai pas besoin parce qu'il est déjà installé ici. Et ensuite, vous le chargez dans la session avec require FAMT. Enfin, dernier package, FDRTool. Alors celui-là, il n'est pas sur Bioconductor, il est directement sur le répertoire mondial des packages de R qui s'appelle le CRAN, C-R-A-N. Donc pareil, vous l'installez avec cette commande-là et vous le chargez dans la session avec la commande require. Je ne vais pas le faire parce que comme vous le voyez ici, il est déjà non seulement installé, mais aussi il est coché, donc ça veut dire qu'il est déjà chargé dans la session. Alors, maintenant je vais déclarer
le répertoire de travail, comme on a maintenant de l'habitude de le faire. Donc vous devez modifier cette commande pour l'adapter à votre environnement de travail. Il faut lui donner le chemin vers le répertoire dans lequel vous avez vos données sur lesquelles on va travailler. Alors, pour être plus précis, je demande d'afficher les fichiers de données et on va avoir besoin des 3 premiers, là, à savoir les données correspondant au dispositif expérimental qui s'appelle covariate.txt, les données correspondant aux expressions de gènes qui s'appellent foi.txt, et puis j'ai rajouté les données correspondant aux informations supplémentaires sur les poulets qui s'appellent external.txt. Je vais commencer par importer ces données. Ce sont des fichiers de texte que j'ai générés dans une session précédente avec la fonction write.table. Donc il suffit d'utiliser read.table cette fois pour importer ces données. Je mets le contenu des données foi.txt dans expression avec la fonction read.table. Ça va me créer un objet expression. Ça prend un peu de temps parce que le fichier est lourd. Voilà, qui a 46 060 observations et 46 variables. Donc les dimensions, on peut les rappeler avec la fonction dim. Les 46 060 lignes correspondent aux 46 060 gènes. Et puis les 46 colonnes aux 46 micro-arrays. Juste un aperçu de ce que l'on a dans ce fichier, au moins dans les 6 premières lignes et les 10 premières colonnes. Donc en ligne, on a des gènes donnés par leur nom, et en colonne, des micro-arrays donnés aussi par leur nom raccourci. Et puis à l'intersection, on a des expressions de gènes. Donc ce sont des expressions relatives, hein, c'est pour ça qu'on a des valeurs négatives. On a centré par rapport à une médiane notamment. Ensuite, même chose, on va importer les données de covariables. C'est ce que je fais ici. Le jeu de données est beaucoup plus raisonnable. 46 lignes correspondant à 46 micro-arrays et 2 variables. Alors quelles sont ces 2 variables? Donc je rappelle d'abord ici les dimensions. Ces 2 variables, c'est le régime et le génotype. Donc le régime, c'est BL et HL, donc bas lipides et hauts lipides, et puis le génotype, c'est gras et maigre. Alors maintenant, je vais vous montrer comment on peut utiliser un package comme FAMT pour implémenter un test de l'effet régime, mais ajusté de l'effet génotype. Donc on va prendre en compte dans l'analyse l'effet régime et l'effet génotype de manière conjointe, mais on va s'intéresser seulement au test de l'effet régime. Donc on dit qu'on s'intéresse au test de l'effet régime ajusté de l'effet génotype. Alors on va commencer par se mettre dans le format du package FAMT, et dans ce format, en fait, il faut commencer par créer un objet qui s'appelle ici foi.famt, qui est le résultat de la fonction as.fmtdata. Et cette fonction elle a pour objectif de mettre ensemble, dans un même objet, les données d'expression et les données correspondant au dispositif expérimental covariates. Alors pour ça, ça ne peut marcher que si la fonction covariable contient une variable que j'appelle ici id comme identifiant, qui va me permettre de faire le lien entre les lignes du fichier covariates et les colonnes d'expression. Donc je vais lui dire que l'identifiant, il est donné par la première colonne, parce que j'aurais rajouté à covariable dans la première colonne des identifiants qui sont exactement ceux que l'on trouve en colonne du jeu de données expression. Donc je commence par créer ce jeu de données de covariable, donc c'est le même que précédemment, mais je vais rajouter la colonne identifiant. Donc désormais, on peut le voir ici, on a augmenté d'une colonne le jeu de données covariable en haut à droite. Et puis je vais créer l'objet foi.famt. Donc id covar, là c'est pour lui dire que la variable identifiante, elle est dans la première colonne du jeu de données des covariables. Une fonction de FAMT permet de vérifier qu'on a bien tout ce qu'il faut dans l'objet foi.famt. Donc on fait un summary FAMT de cet objet et on voit apparaître dans la console le résultat qui me dit qu'il y a 46 060 gènes,
46 micro-arrays. Et plus bas, il me fait un résumé du jeu de données covariables, donc avec l'effet régime, les deux groupes expérimentaux BL et HL, et puis l'effet génotype avec gras et maigre. Et puis enfin, plus bas, les annotations, mais là, dans cette session, je ne vais pas parler des annotations parce qu'on n'en a pas mis dans les données, donc il n'y a rien d'intéressant à relever là-dessus. Alors, la fonction principale qui va faire le lien, qui va permettre de tester l'association entre l'effet régime et les expressions, c'est la fonction modèle FAMT. Modèle FAMT, elle va prendre comme premier argument les données au format FAMT, et puis elle va considérer qu'il y a deux effets dans le modèle, l'effet régime et l'effet génotype, alors que je spécifie avec l'argument x, qui va prendre les valeurs 2 et 3. 2 et 3 sont les deux numéros de colonne, la colonne 2 et la colonne 3, dans le fichier covariable où l'on trouve l'effet régime et l'effet génotype. Voilà ici, l'effet régime et l'effet génotype aux colonnes 2 et 3. Et je dis que le test va porter sur l'effet régime, donc colonne 2, test égale 2. Il y a un troisième argument, NBF égale à 0. Pour l'instant, je vais contenter de dire que en mettant NBF est égal à 0, on fait une analyse classique avec un modèle d'analyse de la variance à deux facteurs. Je lance la commande. Là, il a ajusté donc 46 060 modèles d'analyse de variance à deux facteurs, un par gène. Et il a mis tout ça dans un objet un peu compliqué qui est une liste qui a pas mal de résultats. Et parmi ces résultats, on voit que le cinquième, ici, s'appelle p-val. Il contient les p-values qui m'intéressent, c'est-à-dire les p-values correspondant à l'effet du régime en présence de l'effet du génotype. Donc je vais stocker ces p-values dans un objet que j'appelle p-val-d, d comme diet, donc les p-values pour l'effet régime. Et puis, je vais représenter la répartition, la distribution de ces p-values à partir d'un histogramme. Et cet histogramme, je vais prendre un petit peu de temps pour le commenter. Donc, cet histogramme, il prend la forme d'un rectangle avec un plateau pour les valeurs les plus grandes des p-values. Et je vous rappelle que ce plateau, en fait, ça correspond à une composante, c'est-à-dire un sous-ensemble des gènes pour lesquels on est sous H0. Il n'y a pas d'effet régime. Et donc, ces gènes étant sous H0, les p-values sont répartis selon une loi uniforme, ce qui explique ce pavé rectangulaire avec un plateau qui est presque à 1 en ordonnée. Et ce qui est positif quand on regarde ce graphique, c'est que on ne se contente pas d'avoir un pavé rectangulaire, on a aussi un pic tout près de 0. Donc on a une surreprésentation des p-values prenant des valeurs très très faibles. Et donc ça indique la présence d'un signal biologique. Donc, si on avait eu un plateau, uniquement un plateau, ça voulait dire qu'il n'y avait pas du tout d'effet régime sur l'ensemble du génome. Le pic que l'on voit autour de 0 est encourageant pour dire qu'il y a bien un effet régime. Donc comment est-ce qu'on récupère les gènes positifs? Je vais commencer par appliquer une règle de décision un peu naïve qui consiste à dire que un gène va être positif si sa p-value est plus petite que 0,05. Alors si je fais ça, je crée un booléen. Donc c'est un vecteur dont les valeurs sont que des false ou des true, des vrais ou des faux. Vrai si le gène est positif, donc s'il y a un effet régime, et faux si le gène n'est pas positif, s'il n'y a pas d'effet régime significatif. La fonction min va me permettre de calculer la proportion de gènes positifs. Je fais la moyenne des 0 et des 1, donc la moyenne des vrais et des faux, ça revient à faire la moyenne des 0 et des 1. Donc j'ai la moyenne de gènes pour lesquels la p-value est plus petite que 0,05. Et puis, alors un petit commentaire, 13%, ça aussi c'est un élément positif parce que si on avait eu aucun signal biologique, on devait s'attendre à un résultat autour de 5%. Maintenant, un affichage des p-values les plus faibles. Là aussi, c'est un résultat encourageant puisqu'on a des p-values qui sont vraiment très 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 faibles, donc qui sont probablement porteuses d'un effet régime. Ces gènes-là,
dont les noms sont donnés ici, sans aucun doute, il y a un effet régime significatif pour ces gènes-là, donc ça c'est intéressant. Alors, on ne peut pas vraiment savoir parmi tous ces gènes positifs, il y en a beaucoup, hein, puisque 13% de 46 000, ça fait quand même beaucoup, beaucoup. On ne peut pas savoir lesquels sont des vrais positifs, qui correspondent vraiment à un signal biologique qui existe, et lesquels sont au contraire des faux positifs. Rappelez-vous que les p-values, lorsque le gène n'est pas différentiellement exprimé, lorsqu'il n'y a pas d'effet régime, se répartissent selon une loi uniforme. Donc en particulier, on sait que parmi ces gènes-là, certains ont une p-value plus petite que 0,05, et donc on sait forcément que parmi tous les gènes qu'on a sélectionnés avec cette règle-là, il y en a un certain nombre qui sont des faux positifs. Pour s'en rendre compte, on va procéder par simulation. En effet, la simulation me permet de créer un jeu de données qui va ressembler à celui sur lequel on travaille actuellement, sauf que je saurai où j'aurai moi-même mis le signal biologique. C'est-à-dire que je vais décider de mettre un effet régime sur certains gènes, et ça va me permettre de savoir quels sont les gènes qui sont porteurs d'un signal biologique et quels sont ceux qui ne sont pas porteurs d'un signal biologique, ce qui va me permettre de valider, de mesurer la performance de la méthode que l'on vient de mettre en œuvre. Alors, commençons par simuler un jeu de données dans lequel je n'ai aucun signal biologique, donc aucun effet régime. Pour ça, je vais prendre les mêmes dimensions que le jeu de données sur lequel je travaille actuellement. Donc petit n, c'est le nombre de microarrays, petit m, c'est le nombre de gènes. Et je vais simuler un jeu de données qui va prendre la forme d'une matrice avec m lignes, 46 060 lignes, et n colonnes, donc 46 colonnes, exactement comme le jeu de données d'expression sur lequel on travaille. Et puis la commande ici rnorm me dit que j'ai simulé des lois normales complètement indépendantes d'espérance 0, d'écart type 1, donc j'ai rempli cette matrice avec des valeurs qui sont complètement indépendantes, donc dans lesquelles il n'y a absolument pas d'effet régime. Je vais donner aux colonnes de ce jeu de données les mêmes noms que les colonnes du jeu de données d'expression. Et puis, comme je l'ai fait précédemment pour le vrai jeu de données expression, je vais créer un objet FAMT data. Donc j'ai remplacé dans la commande as.fmtdata expression par data 0, mais je fais exactement la même chose. De la même manière que tout à l'heure, je vais lancer la commande modèle FAMT pour voir quels sont les gènes que je sélectionne comme ayant un effet régime significatif en présence de l'effet génotype, comme tout à l'heure. Et comme tout à l'heure, je vais représenter un histogramme. Alors, je vais commencer par effacer ce graphique. Voilà, pour pouvoir le rafraîchir. Alors, je stocke les p-values que je viens de générer en regardant s'il y avait un effet régime. Et puis, je fais un histogramme des p-values. Et là, évidemment, je vois apparaître cette fois un histogramme plat qui correspond à une distribution de lois uniforme. C'est celle qu'on doit observer quand il n'y a absolument aucun signal biologique. Je ne vois plus apparaître le pic au voisinage de 0 puisque j'ai simulé un jeu de données et je travaille dessus dans lequel je n'ai pas de signal biologique. Maintenant, je lui demande de me sélectionner les gènes positifs en appliquant la même règle que précédemment, c'est-à-dire je prends les p-values plus petites que 0,05 et je décide que ça désigne les gènes positifs pour lesquels il y a un effet régime significatif. En moyenne, je suis autour de 5%, donc ici je suis à 4,7%, c'est attendu puisque les p-values suivent une loi uniforme, puisqu'il n'y a pas de signal biologique. Et lorsque je regarde les premières p-values, je suis loin des 10-13, 10-12 que j'obtenais sur le vrai jeu de données, je suis plutôt de l'ordre de 10-5. Donc ça veut dire que l'analyse de mon jeu de données, il n'est pas conforme avec l'analyse d'un jeu de données dans lequel j'ai aucun signal biologique. Dans mon jeu de données, le vrai jeu de données, j'ai des p-values qui sont beaucoup plus petites, de l'ordre de 10-13. Dans mon jeu de données, j'ai 13% de gènes positifs, alors que là, j'en ai que 5%. Donc ça, c'est plutôt positif. Maintenant, je vais créer un jeu de données, un nouveau jeu de données que j'appelle data 1. Au départ, data 1, c'est juste data 0. Mais je vais modifier data 1 en rajoutant
sur les 2303 premières colonnes. Alors pourquoi 2303 ? Parce que c'est précisément 5% de 46 060. Donc je prends 5% des gènes, et pour ces 5% des gènes correspondant au premier gène, je l'ai pris complètement de manière arbitraire, je vais dire que les individus qui sont dans le régime HL, je vais leur rajouter la valeur de 1 sur l'expression. Ce qui veut dire que sur les 2303 premiers gènes, j'ai créé artificiellement une différence d'expression entre le régime HL et le régime BL, puisque le régime BL pour ces gènes-là, il reste en moyenne à 0, et le régime HL, il passe en moyenne à 1. Une différence de 1. Je lance cette commande dans ce jeu de données d'état 1. Maintenant, je sais que j'ai 5% des gènes sur lesquels j'ai un signal biologique, et je connais ces gènes-là, ce sont les 2303 premiers. J'ai un effet régime, même chose, je crée un objet FAMT data, je lance l'ajustement du modèle d'analyse de variance à 2 facteurs avec l'effet régime et l'effet génotype, et je m'intéresse à tester l'effet régime. Je vais effacer encore une fois ce graphique pour pouvoir le réactualiser en faisant l'histogramme des p-values pour ce jeu de données que j'ai simulé avec 5% de gènes porteurs d'un signal biologique. Donc, ce que je vois là aussi est assez attendu, puisque ça veut dire que l'histogramme des p-values n'est plus un histogramme plat comme il était avec data 0, c'est un histogramme plat mais complété par un pic au voisinage de 0, parce que j'ai une surreprésentation de gènes avec une p-value plus petite que 0,05. D'ailleurs, si je regarde quels sont les gènes qui sont positifs, au sens où leur p-value est plus petite que 0,05. Donc je mets ça dans positives 1. Je calcule la proportion, et là je suis passé à 9%. Donc j'ai 9% de gènes positifs, et quand je regarde les p-values, elles sont beaucoup plus faibles que tout à l'heure avec data 0, et je m'approche des niveaux que j'observe avec mon vrai jeu de données. Donc je suis à 10-10, 10-9, avec le vrai jeu de données, je vais même jusqu'à 10-13, 10-12, donc mon jeu de données ressemble plus à ce que je m'attends à voir lorsque j'ai du signal biologique, en l'occurrence ici sur 5% des gènes. Alors, la particularité de travailler avec des simulations, c'est que je peux maintenant compter les vrais positifs et les faux positifs, puisque les vrais positifs sont les p-values, sont les gènes qui ont une p-value plus petite que 0,05 parmi les 2303 premières colonnes. Donc je lance cette commande-là qui va me compter le nombre de vrais positifs. Alors, parmi les 2303 gènes pour lesquels j'ai mis un signal, au sens où j'ai mis un effet régime, j'en retrouve 2102. Donc ma méthode, qui consiste à considérer qu'un gène est positif quand sa p-value est plus petite que 0,05, je peux considérer qu'elle est très puissante, puisqu'elle m'a retrouvé quasiment tout le signal. J'ai 2102 gènes qui sont récupérés comme ça, sur les 2303 pour lesquels il y a vraiment un signal biologique. Maintenant, je peux lui demander de me donner le nombre de gènes faux positifs. Ce que j'appelle un gène faux positif, c'est un gène positif au sens où sa p-value est plus petite que 0,05, mais par contre, il n'a pas de signal biologique, lui, puisqu'il n'appartient pas aux 2303 premières colonnes. Il y a un petit moins ici qui dit que je vais regarder les p-values correspondant à tout, sauf celles qui sont parmi les 2303 premières positions. Donc je fais la somme de ça et j'observe que là c'est moins positif. J'ai certes retrouvé beaucoup de vrais positifs, mais j'ai aussi récupéré beaucoup de faux positifs. Et en particulier, il y a un critère qui va m'intéresser, qui est ce qu'on appelle la proportion de faux positifs ou la proportion de fausses découvertes, False Discovery Proportion, qui est un rapport entre le nombre de faux positifs, ici, et le nombre de positifs. Alors qu'est-ce qu'il me dit ce rapport ? Il me dit, si je vais le calculer là, il vaut 49%. Donc ça veut dire que parmi tous les gènes positifs que j'ai réussi à détecter, j'en ai 49,5%, très précisément, qui sont des faux positifs. Donc la problématique qui se pose à nous maintenant,
c'est celle-là, c'est-à-dire être capable de identifier une liste de gènes dans laquelle je sais, je contrôle le nombre de faux positifs ou la proportion de faux positifs. Je ne veux pas arriver à la fin de ma procédure avec une liste de gènes dont je sais qu'elle contient un gène sur deux qui n'est pas un vrai positif. Donc ça veut dire que ce qu'il va falloir que je revoie, notamment, c'est la procédure de décision. Cette procédure de décision, elle est décrite ici. P-value inférieur égale 0,05. Si je garde cette règle de décision, de considérer qu'un gène est positif quand sa p-value est plus petite que 0,05, certes, j'arrive à retrouver beaucoup de gènes vrais positifs, mais accompagnant ces gènes vrais positifs, j'ai beaucoup de faux positifs, et donc j'ai pas vraiment simplifié le problème. Je me retrouve avec une liste de 5000 gènes, dont la moitié sont des faux positifs.